Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous si vous sortez d'une autre de mes vidéos. Aujourd'hui, on continue avec une nouvelle critique de film, cette fois-ci un film Netflix. Et avant de vous parler de ce film, sans spoilers, je vais faire un petit mot sur Netflix. Je crois que je commence à comprendre la stratégie de Netflix. Ce sont des mercenaires. Des mercenaires dénués de toute conviction morale, de toutes les lignes éditoriales cohérentes. C'est des gens qui vont là où il y a du pognon à prendre, là où il y a de l'audience à se faire, qui essayent de contenter tout le monde, mais pas une volonté de contenter tout le monde, qui essayent de balancer un maximum de contenu, de quantité, au détriment très souvent de la qualité, et qui sont capables de nous proposer des œuvres, des films ou des séries qui ont des valeurs incompatibles, totalement opposées les unes aux autres. Ils sont capables de nous proposer ce qu'il y a de pire dans la société aujourd'hui, cette espèce de wokisme, ce progressisme dégoulinant et nauséabond qui est empreint de révisionnisme, de racisme anti-blanc, à travers notamment Queen Cléopâtre, la Cléopâtre afro-américaine totalement qui n'existe pas dans la réalité, hein, totalement imaginaire, hein, qui n'est pas un personnage historique, cette Cléopâtre, hein, parce que Cléopâtre n'était pas noire. Mais dans le même temps, ils sont capables de nous proposer, et je parle même pas de tout ce qui est LGBT, non-genré, tout ça, et dans le même temps, ils sont capables de nous proposer ce film dont je vais vous parler aujourd'hui, The Mother, de Niki Caro, avec Jennifer Lopez, qui n'a aucune valeur progressiste, et j'ai adoré, c'était une bouffée d'air frais. J'ai été heureux devant ce film. Je vous le dis, j'ai été heureux devant ce film pendant 2 heures. Mais c'est un film qui a des valeurs totalement opposées au wokisme d'aujourd'hui. Et c'est sur Netflix. Et ces deux œuvres, Queen Cléopâtre et The Mother, ont 2 jours d'intervalle. Bien évidemment, elles ne racontent pas la même chose, c'est pas le même scénario, mais je vous parle au niveau des thématiques, c'est totalement en opposition. Je pense que les woke, ils ont dû passer un sale quart d'heure devant The Mother. Il suffit de voir la critique de Écran Large, qui pour moi n'ont aucune crédibilité. Pour moi, c'est même pas des journalistes. Hein. C'est-à-dire, on peut même pas parler de critique pour Écran Large, c'est pathétique. Bref, Écran Large qui ont mis 1,5 sur 5 au film. Ils ont passé un sale quart d'heure. Je comprends pourquoi ils ont passé un sale quart d'heure. Ce sont des gens déconstruits, adeptes du progressisme en tout genre. Et c'est sûr que quand tu vois The Mother, c'est un film profondément des années 80-90. C'est un film ultra badass, où le virilisme est mis en avant, assez sauvage, parfois même violent, voire même très violent à certains moments, où à un moment donné du film, il y a quelques punchlines, il y a même tout un laïus qui est fait par Jennifer Lopez sur le véganisme, l'animalisme, antispécisme, vegan, qu'elle descend en flèche. Et là, je me suis dit, bon, moi j'étais très content, hein, parce que je soutiens pas le véganisme, encore moins l'animalisme, antispécisme. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, les gens qui sont en train de manger du quinoa et de bouffer des graines, là, ils doivent être en PLS devant le film. Parce qu'à un moment donné, elle chasse dans le film et elle apprend à sa fille à chasser et à survivre en milieu hostile. C'était un kiff. Moi, j'étais dans mon élément. Hein. J'étais là, mais je pense que les anti-chasses, ils ont dû passer un sale quart d'heure en regardant le film. Et c'est juste un extrait de ce qu'il y a dans le film. Je vais pas vous spoiler, c'est une critique sans spoilers. Donc, en fait, Netflix sont capables de proposer des œuvres qui sont aux antipodes les unes des autres. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment la diversité, parce que tout simplement, ils font un maximum de contenu pour essayer de toucher un maximum de monde, pour essayer de faire un maximum d'audience et donc de pognon. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris Netflix, et qu'apparemment ils ne comptent toujours, ils continuent à ne pas le comprendre, c'est que pour gagner des abonnés, pour gagner de la respectabilité, il faut avoir une ligne éditoriale cohérente, il faut avoir des valeurs cohérentes, tu peux pas défendre tout et son contraire. Et c'est ça Netflix, c'est tout et son contraire. Alors bon, là pour le coup je vais pas me plaindre de ce film, The Mother, je vais vous en parler, on va commencer par le casting qui est derrière la caméra. C'est Niki Caro. Niki Caro qui pour moi a réalisé un des meilleurs Disney live action, et vous savez que les Disney live action j'en peux vraiment plus, hein, j'en regarde quasiment plus, et vous n'aurez pas de critique de La Petite Sirène, Blanche-Neige, Noire-Neige, je sais plus quoi, Neige non-genrée, enfin peu importe, on s'en fout, vous aurez plus. Mais c'est vrai que les Disney live action, j'en regarde presque plus. Mais j'en ai vu quelques-uns, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladdin, et surtout un qui était très très bon, c'était Mulan. Mulan, on retrouvait pas la magie du dessin animé, mais il était bien réalisé, les cascades, le rythme, c'était quand même un très bon film.
et c'est Niki Caro qui l'a réalisé. Et Niki Caro, pour ce nouveau film, elle s'entoure de 2 scénaristes qui sont très connus. Il y en a une que je connais beaucoup moins parce que j'ai pas regardé ses œuvres, c'est Misha Green. Elle a écrit Lovecraft Country, la série qui avait eu, il me semble, sur HBO. Alors avec Jonathan Majors. J'ai pas regardé la série, je pourrais pas vous dire, et j'ai pas forcément envie de la regarder. Mais par contre, l'autre scénariste, c'est une scénariste que j'adore. C'est Andrea Berloff. Un petit mot sur Andrea Berloff. Cette scénariste, si vous savez pas que c'est une femme, vous pensez que c'est un mec. Parce qu'il y a des mecs qui s'appellent Andrea aussi. Si vous savez pas que c'est une femme, vous dites c'est un mec. Parce qu'elle écrit des scénarios. Elle a écrit un des meilleurs films que j'ai vus ces dernières années, en tout cas, qui était pour moi dans le top 3 2019, après Once Upon a Time in Hollywood, c'était Les Baronnes. Un film estampillé DC Comics, entre parenthèses, qui n'est pas relié du tout au DCEU, mais un film ultra solide de mafia new-yorkaise avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish et Elizabeth Moss, et James Badgedale et d'autres acteurs. C'était une perle, mais vraiment, Les Baronnes, regardez-le. Et ça avait été écrit et réalisé par Andrea Berloff, qui est scénariste ici de ce film The Mother. Faut savoir qu'elle a écrit World Trade Center de Oliver Stone, elle a écrit NWA Straight Outta Compton, le biopic sur NWA avec Ice Cube, Eazy-E, Dr. Dre. Elle a écrit Sleepless, le scénario du film Sleepless avec Jamie Foxx et Michelle Monaghan. Et je crois qu'elle a écrit un autre film, pareil, un peu dans la même veine, un film bien badass. Donc Andrea Berloff, c'est une scénariste que j'aime énormément et j'ai toujours hâte de voir quels sont ses nouveaux projets. Et les deux, donc Misha Green et Andrea Berloff, aidés par un autre scénariste, se mettent à écrire ce scénario. Le scénario, il est très simple. On y suit une mère qui va tout faire pour protéger sa fille et qui va apprendre à sa fille à survivre. En réalité, cette femme, jouée par Jennifer Lopez, c'est une ancienne militaire qui s'est mis à dos ces 2 mecs avec qui elle était en couple parce que elle était en couple avec 2 mecs à la fois, 2 trafiquants, un ancien militaire devenu trafiquant et un autre qui était un trafiquant d'armes, trafiquant du trafic d'humains, tout ce que vous voulez. Et en fait, elle était dans le business, dans les affaires, mais le jour où elle s'est aperçue qu'ils essayaient de faire un trafic d'êtres humains, c'était trop pour elle, ça allait au-delà de ce que sa conscience pouvait supporter, et elle a décidé de les balancer au FBI, et en même temps, elle demande la protection du FBI. Sauf que eux, ils sont puissants, ils ont beaucoup d'hommes, de ressources, et ils vont faire un carnage parmi ceux du FBI qui doivent la protéger. Et ils vont la retrouver, et il y en a un d'eux qui va la poignarder alors qu'elle est enceinte. Elle va survivre, elle va d'ailleurs, on pense qu'elle tue un donc de ses amants, joué par Joseph Fiennes, parce qu'elle fait péter une bombe, mais en fait il survit, et ça va être la suite du scénario. Mais pour disparaître, pour que son bébé ne risque plus rien, elle va devoir faire adopter le bébé dans une famille d'accueil, ne plus jamais s'approcher de sa fille, dont elle va avoir très peu de news, très peu de nouvelles, peut-être une fois par an, le jour de l'anniversaire de sa fille. Un agent du FBI avec qui elle est restée en contact lui envoie des photos pour voir un peu l'évolution de sa fille. Elle voit l'évolution de sa fille de loin, mais elle va vivre en retrait, en Alaska, de manière sauvage, comme une chasseuse, à traquer des ours et des bêtes pour la population. Et sa fille, elle, habite aux États-Unis. Elles sont à plusieurs milliers de kilomètres l'une de l'autre. Sa fille ne soupçonne même pas l'existence de sa mère. Et 12 ans plus tard, parce que tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est l'introduction du film. 12 ans plus tard, les tueurs, les anciens amants de Jennifer Lopez, les 2 hommes avec qui elle était en couple, vont essayer de retrouver sa fille pour débusquer Jennifer Lopez. Et quand on essaye de s'en prendre à sa fille, elle va devenir redoutable, elle va devenir pire qu'un grizzly, elle va devenir un sniper, une tueuse, tout ce que vous... En gros, ça va être Uma Thurman dans Kill Bill, mais sans les sabres. Voilà. Alors pourquoi je vous dis que j'ai adoré ce film? Parce que ça m'a fait penser non seulement à Kill Bill, la quête de vengeance pour protéger sa fille, mais surtout à un film que j'adore. Il me semble que c'est Rémi Harlin qui l'a réalisé, qui avait fait 58 minutes pour vivre, Die Hard 2. Si c'est pas le cas, vous me rectifierez dans les commentaires. C'est Au revoir à jamais. Au revoir à jamais avec Gina Davis. C'est
énormément ressemblant à Au revoir à jamais. Il y a une grosse vibe années 90, Au revoir à jamais, avec Samuel L. Jackson et Gina Davis qui avait perdu la mémoire, qui se souvient petit à petit, double personnalité, son ancienne personnalité qui refait face, mais entre-temps elle a eu une fille. Euh, Ce film ressemble énormément. C'est une perle parce que il y a un rythme du début à la fin, c'est non-stop en termes d'action, c'est parfois même violent. Bon, alors la violence ne fait pas la qualité d'un film, mais en l'occurrence, bon, ça reste quand même grand public, mais il y a quelques séquences qui sont un peu chocs quand même, hein. Il y a des exécutions en bout portant, c'est un peu, voilà, c'est un peu violent. Et puis, Jennifer Lopez, qui est une actrice que j'adore et qui, à chaque fois qu'elle joue, elle rehausse la qualité d'un film. Même un film comme Shotgun Wedding, qui était sorti il y a quelques temps sur Amazon Prime et qui était franchement une catastrophe, même là, la seule chose qu'il y avait à sauver du film, c'était Jennifer Lopez. Eh bien, dans ce film, Jennifer Lopez rehausse la qualité du scénario, qui est déjà très bon. Et elle est accompagnée d'une jeune actrice qui débute, qui s'appelle Lucy Paez, qui joue sa fille, et qui est vraiment excellente. Et un petit mot sur ces jeunes actrices américaines. Alors, on a eu Nico Parker, qui était pour moi le seul argument qui pouvait sauver un tant soit peu The Last of Us, la série que vraiment j'ai détesté, hein, The Last of Us. Plus ça va avec le recul, et moins je lui trouve de qualité. Mais Nico Parker, la fille de Sandy Newton, qui jouait le rôle de Sarah dans The Last of Us, ça fait partie de ces jeunes actrices, tout comme Viviane Lyra Blair qui joue la jeune Leia, tout comme Isabella Moner, ou Isabella Merced, elle a changé de nom de famille, qui jouait dans... elle a joué dans Apprenti Parent et Dora l'exploratrice, mais elle a joué dans Sweetheart, il me semble, un film avec Jason Momoa qui était sorti sur Netflix aussi. Et voilà, on a quelques jeunes actrices comme ça qui ont 14, 15, 16 ans, qui sont vraiment excellentes et qui, je pense, vont prendre la relève dans les prochaines années. On a aussi celle qui joue dans 65, La Terre d'avant, aux côtés de Adam Driver. Le film est sympathique, mais sans plus, mais la jeune actrice est vraiment excellente. On a, je sais plus, l'autre actrice qui joue dans le film 65, La Terre d'avant. Bref, on a tous ces jeunes actrices qui sont vraiment excellentes et Lucy Paez en fait partie. Et elle apporte de l'émotion. Faut dire que la relation entre Jennifer Lopez et sa fille dans le film, à certains moments, ça donne presque la larme à l'œil. Ça donne presque la larme à l'œil tellement c'est émouvant. Cette jeune qui essaye de nouer un contact avec sa mère, qui est un bloc de glace, qui est une arme vivante. Elle n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments. L'alchimie entre les deux fonctionne à merveille. On a un très très bon casting. Omari Hardwick qui a joué dans la série Power et qui a joué dans Army of the Dead de Zack Snyder. Et voilà, on a quelques autres acteurs-actrices connus. Ah, bien évidemment, on a les deux qui font ces ex-amants. Joseph Fiennes d'un côté, donc le frère de Ralph Fiennes, et Gaël Garcia Bernal. Ai-je besoin de présenter Gaël Garcia Bernal qui excelle chez Alejandro González Iñárritu, qu'on a eu récemment dans Werewolf by Night, le Marvel spécial, qui avait joué pour Shyamalan dans Old. Bref, Gaël Garcia Bernal est un excellent acteur qui, eux, donc, font les deux hommes qui sont aux trousses de Jennifer Lopez. Donc, il y a quand même un casting qui est vraiment un casting 3 étoiles. En tout cas, ensuite, dans la deuxième partie du film, et c'est là où ça devient le plus intéressant, elle apprend à sa fille à survivre. Et là, comme je vous disais, les véganes vont être en PLS parce que on a la gamine qui arrive avec ses clichés de la fille déconstruite du 21e siècle. Attention, il ne faut pas tuer les animaux, les pauvres, ils n'ont rien demandé. On peut manger autre chose que des animaux. Et là, elle lui sort une phrase. Elle lui sort une phrase, mais honnêtement, j'ai exulté. J'ai exulté de joie. Elle lui dit: rien dans la nature ne s'obtient, rien dans la nourriture ne s'obtient sans violence. Et là, elle va lui sortir des exemples de la noix de cajou aux abricots secs, en passant par le riz, le soja. Et elle va lui montrer que pour avoir de la nourriture, c'est violent. Tu tues pas forcément des animaux, mais les conséquences, par exemple, pour avoir du soja, toute la flotte qu'il faut, autant de flotte qui fait qu'il y a plein de personnes qui vont mourir de soif, qui vont être sous malnutrition dans certains pays, qui vont être exploités commercialement pour qu'on puisse cultiver du soja.
Et là, ça renvoie les animalistes antispécistes qui érigent les animaux quasiment au même rang que les humains. Là, ça les renvoie dans les cordes, ils n'ont plus d'arguments parce que c'est la stricte réalité. Nous sommes des chasseurs à la base. Voilà, on n'est pas que des cueilleurs. On est des cueilleurs et des chasseurs. On est des omnivores. On mange de tout. Après, il y a des gens qui veulent ne pas manger de tout. C'est leur, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui viennent, voilà, vous faire leur discours de ouin-ouin fragile, ah mais c'est pas bien, t'as mangé de la viande, t'as tué un animal. Là, ils sont mis à l'amende et le raisonnement est implacable. Le raisonnement est implacable. Et quand tu vis dans un pays comme l'Alaska, c'est là où vit Jennifer Lopez dans le film, tu peux pas te contenter de manger des graines. Déjà rien que le froid, tu brûles tellement de calories que si tu manges des graines, c'est mort, c'est fini. Et puis il y a des choses que les protéines animales t'apportent que rien d'autre ne peut t'apporter. Donc elle va lui apprendre clairement à devenir une redoutable survivaliste pour s'en sortir par elle-même. Et je ne vous en dis pas plus pour le reste du film. Je ne vous dis pas comment ça se termine, est-ce que ça se termine bien ou pas. Mais c'est un film qui est très touchant à certains moments, redoutablement efficace et qui a des valeurs qu'on nous, des valeurs qu'on nous inculquait dans les années 80-90, qui sont à l'opposé des valeurs d'aujourd'hui, à l'opposé de ce que Netflix peut véhiculer sur ses séries d'hommes ou de femmes déconstruites. Donc regardez-le, foncez, je pense que vous allez vous régaler. Des films comme ça sur Netflix, il y en a quelques-uns, c'est rare, et quand il y en a, il faut les saisir en vol parce que ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que y aura une suite à ce film. Voilà, je vous en dis pas plus sur la fin du film. J'estime que c'est sans spoilers parce que je vous ai pas tout raconté non plus. Je vous dis pas s'il y a des morts parmi les gentils ou pas. Je vous dis pas qui reste en vie, qui meurt, mais il y a potentiellement de quoi faire des suites. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment devant le film et je vous encourage à le regarder. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, 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 commentez pour le référencement. Un petit commentaire pour vous, c'est pas grand chose, mais moi, plus il y a de commentaires, plus la vidéo, elle est proposée, elle remonte dans le fil d'actualité YouTube. C'est important les commentaires. Je réponds à tout le monde, parfois je mets un peu de temps à répondre. Même si c'est un petit merci ou un petit bonjour, il n'y a pas de souci. Mais les commentaires, c'est important. Merci à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, de séries et des lives la semaine prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.